Marocaine du Sahara. Quant à la lutte contre la souveraineté marocaine du Sahara, tout commence, comme l'a dit avec les justesses que l'on connaît quand on connaît ses travaux, le professeur Alouani. Tout commence avec l'Espagne qui effectivement s'installe à la fois au XIXe siècle dans la partie nord du Maroc et dans les territoires sahariens, puisqu'elle proclame de manière tout à fait unilatérale en 1884 un protectorat sur la zone du Rio de Oro. Or, cette partie du Sahara n'est pas un territoire sans maître, ce n'est pas un terrain de use. C'est un territoire qui a des liens avec un Maroc qui effectivement est soumis à l'époque à un protectorat, mais être soumis à un protectorat ne l'empêche pas de rester pleinement un État sujet de droit international, et l'acte d'Algésiras garantissait notamment son intégrité territoriale. Le pseudo-protectorat espagnol sur le Sahara est donc l'annexion d'une partie du territoire d'un État. Est-ce que ce territoire devient alors espagnol par cette annexion? L'appropriation supposerait en droit international qu'il y ait eu une possession matérielle de l'ensemble du territoire, d'une part, et d'autre part, l'exercice exclusif et continu de l'autorité étatique. Or, l'occupation espagnole reste limitée jusqu'en 1934 à quelques points d'appui côtiers, très peu, et on ne peut parler d'une autorité étatique sur des tribus qui restent hostiles aux Espagnols et qui restent fidèles au sultan marocain. Est-ce alors un protectorat colonial? Deuxième hypothèse. Et cela supposerait toujours, selon les principes du droit international, une aide au développement. Or, durant toutes ces années, l'Espagne ne fait quasiment rien. Le Sahara dit espagnol croupit dans la misère. L'Espagne fera bien évoluer le statut juridique du territoire. Elle le rattache pour administration un temps au protectorat de Tétouan. Après 1956, elle tentera d'en faire une province espagnole, mais ce sont des tentatives unilatérales qui ne changent rien à la question de la propriété du territoire. Le Maroc, vous le savez, retrouve sa souveraineté en 1956 avec la fin des protectorats, fin du protectorat français le 2 mars 1956, fin du protectorat espagnol mais sur la zone nord seulement le 7 avril 1956. Sur la zone nord seulement, car en effet, tout le territoire marocain n'est pas libéré en 1956 et c'est du refus espagnol, c'est du décalage dans le temps que crée ce refus espagnol qu'est née finalement l'affaire du Sahara. Rappelons que le roi Mohamed V, dès 1956, réclame la restitution au nord des enclaves espagnoles, Ceuta et Melilla, toujours espagnoles aujourd'hui, et au sud des zones de Tarfaya, Tifni et bien sûr du Sahara. Rappelons aussi qu'en novembre 1957, l'armée de libération marocaine parvient à prendre le contrôle du territoire saharien, à l'exception de quelques points où se sont repliées les forces espagnoles. Et c'est grâce à la France, grâce à une opération militaire conjointe menée avec la France, l'opération Écouvillon en 1958, que l'Espagne, finalement, réussit à chasser les forces marocaines, et une partie de la population, car devant les violences des troupes occidentales, une partie de la population du Sahara trouve refuge au Maroc indépendant. Le Maroc n'abandonne absolument pas ses demandes. En février 1958, le roi Mohamed V demande la restitution du Sahara au Maroc dans un discours très célèbre, et en 1964, après la signature de la charte de l'OUA, le Maroc maintient ses droits par une réserve sur ses frontières. Mais, comme le signalait le professeur Alouani à l'instant, dès 1960, l'Espagne est confrontée à l'ONU à une pression des pays communistes et des pays non alignés qui veulent que les possessions d'outre-mer soient inscrites sur la nouvelle liste, celle des territoires non autonomes. Et c'est pour éviter de voir figurer cette liste les îles Canaries que l'Espagne inscrit en 1963 Ifni et le Sahara, qu'on appellera maintenant alors à l'ONU le Sahara occidental, la zone de Tarfaya étant, elle, rendue au Maroc en 1958 sur la liste des territoires non autonomes. En 1966, l'Assemblée générale de l'ONU prône deux procédures différentes pour Ifni et le Sahara. Une procédure d'autodétermination pour le Sahara, des négociations pour Ifni. Ces dernières vont avoir lieu, et en 1969, l'Espagne restitue en pleine souveraineté au Maroc le territoire d'Ifni. Elle utilise alors d'ailleurs un terme, transfert de pouvoir, qu'on retrouvera ensuite
avec l'accord de Madrid, donc au sujet du Sahara occidental. Car l'Espagne, à ce moment-là, si elle restitue l'IFNI, entend bien rester au Sahara. Elle cherche à se faire légitimer par la population locale et elle envisage en 1974 l'organisation d'un référendum. Mais un référendum dont elle entend exclure tous les habitants de la zone qui avaient été chassés par les troupes occidentales et qui restaient réfugiés au Maroc. Le Maroc, bien évidemment, même s'il n'avait pas d'hostilité de principe au référendum, ne pouvait pas accepter une telle manipulation. Il obtient alors l'aide d'un État nouvellement créé avec l'aide de la France, la Mauritanie, pour demander l'avis de la Cour internationale de justice sur les liens du territoire avec ses deux voisins. C'est le deuxième point de cette lutte contre la souveraineté marocaine que cet avis de la Cour internationale de justice, ce n'est jamais qu'un avis consultatif, donné le 16 octobre 1975. Car en effet, que fait la Cour internationale de justice en 1975 ? D'abord, elle confirme que le territoire n'est pas terra nullius. Elle relève ensuite la grande diversité des tribus présentes. Gardez bien toujours en mémoire, lorsque vous évoquez le Sahara, lorsque vous pensez au Sahara, gardez bien le fait que le Maroc est une nation millénaire. Que certaines dynasties marocaines, les Almoravides, les Almohades, sont venues du sud, vers le nord. Qu'une partie des confréries du Sahara, confréries qui sont des associations pieuses, mais qui ont aussi des fonctions politiques, ont toujours étendu leur ramification vers le nord. Gardez à l'esprit qu'à l'époque des grandes dynasties marocaines, Almoravides et Almohades que je citais, ou Mérinides, le territoire du Maroc s'étend de la Méditerranée à l'Afrique noire, et que le Sahara est parfaitement compris dans ce territoire comme étant un lieu de passage évident entre la Méditerranée et l'Afrique noire. Devant toutes ces évidences, la Cour déclare en 1975 qu'il y a des liens juridiques d'allégeance entre le sultan du Maroc et certaines des tribus vivant sur le territoire. Mais, et c'est là qu'elle change la donne, elle considère que ces éléments n'établissent pas des liens de souveraineté territoriale. Pas de lien de souveraineté territoriale, pourtant le Maroc a apporté des éléments très précis lorsqu'il s'est présenté devant la Cour de justice. Il a présenté des daïrs souverains, il a présenté la domination de Caïd sur la zone, il a parlé de la perception d'impôts sur la zone, il a parlé de la lutte contre les éléments étrangers qui cherchaient à pénétrer la zone. Il a même rappelé au XIXe siècle, lorsque les puissances occidentales avaient à faire secourir les naufragés sur la côte du Sahara qui étaient retenus prisonniers par les tribus, c'est au sultan du Maroc qu'elles s'adressaient pour obtenir leur libération, ce qui pouvait bien un lien direct. Et pourtant, elle considère que l'influence du sultan relève des liens d'allégeance ou de l'influence personnelle. Deux points faibles. Le premier point faible, c'est que la Cour traite le Maroc de l'époque comme un État moderne. Elle oublie que le Maroc de l'époque, or il faut examiner les faits à l'époque. La Cour l'a rappelé elle-même dans un célèbre arrêt Minquier et Écreux opposant la France et la Grande-Bretagne, où elle avait dit qu'il fallait revenir à l'époque des éléments de souveraineté. À l'époque, le Maroc est un État traditionnel. C'est un État qui est plus concerné par la perception de l'impôt que par la mainmise territoriale. C'est un État qui laisse une grande autonomie territoriale, si l'on peut dire. Première erreur. Deuxième erreur, peut-être la plus grande, la Cour méconnaît le rôle de l'allégeance dans la tradition arabo-musulmane. La baïa marocaine permet de dépasser les liens parentaux, les liens tribaux. La baïa permet de créer un lien national, bien sûr, un lien qui est partiellement d'essence religieuse, mais qui n'est pas uniquement d'essence religieuse. Le souverain marocain est bien commandant des croyants, il est amiral de Médine, mais il incarne aussi l'État. Il est à la fois un chef spirituel et un chef temporel. Or, la Cour ici, même si elle n'a pas nié le caractère particulier du royaume, elle considère fondé sur le lien religieux de l'islam et sur l'allégeance, a considéré que ce lien n'impliquait pas de lien de subordination. On le sait, cet avis n'a pas été unanime. Il y a eu des juges qui ont émis des avis minoritaires, notamment le vice-président, le juge Aboun, un Libanais, qui a considéré que le lien religieux était bien un élément constitutif du lien juridique. Vous
religion et droit sont mêlés en islam. Et deuxièmement, on peut citer le juge Foster, pour lequel les liens d'allégeance dénotaient l'existence d'un pouvoir étatique et l'exercice d'une administration politique analogue à un lien de souveraineté. Simplement, ajoute le juge Foster, cela s'applique sur un Sahara qui est difficile d'accès et sur des tribus éparpillées, en plus, en partie entre elles, des tribus nomades. Et effectivement, il faut tenir compte de ces réalités. Dans une affaire de délimitation qui a opposé en 93 Dubaï à Sharjah, le tribunal arbitral a pris en compte l'allégeance comme fondement de droit souverain, et il a noté en 93 que l'autorité étatique peut être très limitée dans des territoires qui sont faiblement peuplés. De la même manière, dans une autre affaire opposant en 98 l'Érythrée et l'Yémen, le tribunal a jugé que l'exercice continu de la puissance publique, cette fameuse demande pour exprimer la souveraineté, doit être tempéré en fonction de la nature du territoire et de l'importance de la population. Mais vous le voyez, en 1975, la Cour se limite à une approche abstraite, à une approche limitée, étroite, de la souveraineté territoriale. Et qui poussait, elle le fait en dépassant ce qu'on lui demande. On lui demandait quels étaient les liens entre le territoire et d'une part le Maroc, d'autre part la Mauritanie. Elle conclut, vous voyez, de manière erronée, et elle demande qu'on applique au Sahara la résolution 1514 et non pas la 1541 qui était spécifiquement prévue pour les territoires non autonomes. Voyant la situation bloquée, vous le savez, le roi Hassan II annonce le 7 octobre 1975 l'organisation d'une marche verte par laquelle les Marocains vont pacifiquement se rendre au Sahara. Elle a lieu le 6 novembre 1975, 350 000 Marocains y participent, l'Espagne renonce à toute opération de force et le 14 novembre 1975, l'Espagne signe l'accord de Madrid. Ce qui nous amène au second point, le retour de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Par cet accord de Madrid, signé entre l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie, l'Espagne annonce qu'elle met fin à ses responsabilités sur le Sahara en tant que puissance administrante et elle annonce qu'elle cessera toute présence au Sahara à partir du 28 février 1967. Qu'est-ce que l'accord de Madrid juridiquement? Ce n'est pas un traité de succession d'État à État. L'occupation du Sahara par l'Espagne n'a pas transformé cette occupation en un type de souveraineté. Il n'y a donc pas transmission d'un type de souveraineté. L'accord procède à une rétrocession des territoires et de manière significative, je le disais tout à l'heure, l'accord utilise les mêmes termes, transfert de pouvoir, que ceux utilisés pour la restitution d'Ifni quelques années auparavant. C'est un accord qui encadre très clairement pour l'Espagne avec la notion de puissance administrante d'un territoire non autonome. Il est absurde, il serait absurde de considérer qu'elle continue à l'être alors qu'elle n'est plus présente sur le territoire, alors qu'elle a renoncé à ses pouvoirs et alors qu'on ne lui demande pas au niveau onusiens de fournir les obligatoires rapports que doit fournir toute puissance administrante. Ce n'est pas un transfert de puissance administrante de l'Espagne au Maroc. Un tel transfert n'est pas possible de la part de la puissance. Cela relève des instances onusiennes uniquement. L'acte unilatéral de l'Espagne ne crée pas d'obligation à la charge du Maroc. Il est enfin aberrant, comme le souligne Hans Corell dans une note beaucoup trop souvent citée, de dire que l'accord et la prise de possession territoriale du Maroc auraient fait de ce dernier une puissance administrante de fait. La notion de puissance administrante de fait est une aberration sur le plan juridique. Pour être une puissance administrante de territoire autonome au sens onusien, il faut deux éléments. D'une part, une déclaration volontaire de l'État intéressé, d'autre part, une obligation d'information. Or, il n'y a pas eu de déclaration volontaire du Maroc, et d'autre part, depuis 1976, l'ONU n'a demandé ni à l'Espagne ni au Maroc de fournir des informations. Selon les principes de la résolution 1541, un territoire cesse d'être considéré comme non autonome par trois éléments. Soit lorsqu'il devient indépendant et souverain, soit lorsqu'il s'associe à un État indépendant, soit enfin lorsqu'il s'intègre à un État indépendant. Eh bien, en 1975, le territoire non autonome du Sahara s'est intégré à un État indépendant, le Royaume du Maroc. Que faut-il pour cela? Selon la résolution 1541,
le territoire doit avoir atteint un stade d'autonomie et avoir des institutions politiques. Eh bien, il avait une autonomie sous l'occupation espagnole, l'Espagne l'avait créé, et il avait un conseil de représentants. L'intégration doit ensuite résulter du désir librement exprimé des populations du territoire. Qu'en a-t-il été au Sahara? Dans l'accord de Madrid, les partis avaient prévu que l'opinion de la population sahraoui exprimée au travers de la Djema, Conseil de la population sahraoui, serait respectée. La Djema regroupait alors des membres de droit, les maires des villes principales, les chefs des tribus, et des membres élus représentant les factions et les sous-factions de tribus. Or, malgré les manœuvres et les attaques de l'Algérie et du Polisario, le 26 février 1976, la Djema a exprimé l'opinion unanime des populations et des tribus dont elle était l'émanation nouvelle et le représentant légitime pour approuver d'une part la décolonisation et d'autre part la réintégration du territoire au royaume du Maroc. Est-ce qu'il fallait un référendum? Le référendum n'a jamais été le seul moyen d'expression de la volonté d'une population. L'Assemblée générale de l'ONU dès 1952 évoque bien sûr d'une part la loi du plébiscite, et d'autre part d'autres moyens démocratiques reconnus. Sans remonter à la réintégration de l'Alsace-Lorraine à la France en 1918. Le recours au référendum a été écarté pour des incorporations de territoire. C'est le cas du Cachemire en 1948, c'est le cas du Sud-Vietnam en 1973. Le problème, vous allez me dire, vient partiellement de la volonté d'appliquer la résolution 1514 en lieu et place de la résolution 1541. La résolution 1514 porte sur l'octroi d'indépendance, elle demande un transfert des pouvoirs conformément à la volonté des populations. Mais cette résolution 1514 de la décolonisation elle-même n'a pas donné lieu à une pratique généralisée du référendum. On a au moins deux contre-exemples. Le premier concerne les enclaves portugaises du sous-continent indien, notamment Goa, qui ont été occupées pendant 4 siècles par le Portugal, un Portugal dont les droits avaient été reconnus par les cours internationales de justice, des enclaves qui étaient inscrites sur la liste des territoires non autonomes. Eh bien, à l'issue d'une intervention armée de l'Inde en 1961, les territoires ont été réintégrés au territoire indien sur la base de la résolution 1514, sans pour autant prendre en compte la libre expression des vœux des populations. De la même manière, l'Indonésie a imposé en 1962 aux Pays-Bas une rétrocession immédiate de l'Iriane occidentale par des attaques armées. Les négociations qui ont eu lieu ont abouti à un accord qui prévoyait une autodétermination dont la conformité n'a jamais été vérifiée. La différence de traitement par les Nations Unies avec le Sahara marocain est manifeste. Et je vais citer le président de séance, le collègue El-Wali, qui dit qu'il y a une politique de double standard suivie par l'Assemblée générale des Nations Unies en matière de territoire non autonome. Et effectivement, c'est bien à ce double standard qu'on assiste ici. En tout état de cause, de toute manière, 40 ans après le texte de Madrid, alors que les populations sahraouies qui avaient été chassées par l'opération militaire française sont revenues sur le territoire du Sahara occidental, alors que d'autres Marocains sont venus s'établir sur ce qui est un territoire marocain. Alors qu'il n'y a aucun accord sur la notion de population concernée, le référendum semble totalement exclu. Quel est, pour conclure, le type de souveraineté exercée actuellement sur le Maroc? Peu de temps après la signature de l'accord de Madrid est intervenue la passation de pouvoir entre l'administration espagnole et l'administration marocaine. L'armée et la police marocaine ont assuré la sécurité du territoire. Et il fallait l'assurer. Il fallait l'assurer car le Front Polisario, qui avait été créé en 1973 pour lutter contre l'occupant espagnol, mais qui avait été depuis manipulé d'abord par la Libye, ensuite par l'Algérie, a attaqué les forces marocaines et mauritaniennes, et qui a créé, vous le savez, en 1976, un pseudo-État, la République arabe sahraoui démocratique. Le Maroc, lui, a neutralisé les attaques terroristes du Polisario, notamment par la construction des murs de défense entre 80 et 87. Le Maroc a permis le retour de dizaines de milliers de Sahariens dans leur foyer. 2 accords avec les missions des Nations Unies, la MINURSO, assurent maintenant le cessez-le-feu. La Mauritanie a renoncé à donner suite à la rétrocession territoriale résultant de l'accord de Madrid, de la souveraineté sur l'ensemble du Sahara marocain. Et je dis bien sur l'ensemble du territoire dit Sahara marocain,
La zone située à l'est du mur de protection n'est qu'une zone tampon, destinée aux forces armées marocaines. Ça leur permet d'exercer un droit de suite contre les attaques terroristes sans violer les frontières d'États voisins. Mais il n'y a pas de zone libérée du Polisario, contrairement à ce qu'on entend très souvent dire sur la question. Depuis 1976, la restauration de la souveraineté marocaine a permis de mettre en œuvre un véritable droit des peuples à s'administrer eux-mêmes. Il y a des élections locales, comme partout au Maroc. Il y a des élections nationales, comme partout au Maroc. Des élections libres, des élections placées sous le contrôle du Conseil national marocain des droits de l'homme et sous le contrôle d'observateurs étrangers. J'ai pu en faire partie. Les intérêts spécifiques des populations locales sont d'autant moins oubliés que le royaume a créé en 2006 un conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes et que dans la constitution marocaine de 2011, il y a une référence dans le préambule à la culture saharo-hassani comme faisant partie de l'identité du royaume. Enfin et surtout, le Maroc a tenté de proposer une voie médiane, une voie d'accord, une voie qui repose sur le plan d'autonomie des provinces du Sud, qui prévoit la dévolution aux populations locales de pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Un plan d'autonomie marocain qui a été considéré par le Conseil de sécurité de l'ONU comme une voie réaliste vers un règlement pacifique des tensions régionales. Aujourd'hui, des problèmes subsistent, et les problèmes subsistent que les droits des populations ne sont pas au Sahara marocain. Ils sont dans les camps du Polisario, ils sont en Algérie, car c'est là que croupissent depuis 40 ans des milliers de Sahraouis qui sont sous la dictature d'une milice armée, et j'en parle sous l'autorité éminente du professeur El Wali, qui a écrit un ouvrage sur le sujet, sans que le Haut Commissariat aux réfugiés, qui est pourtant censé gérer ces camps, ne fasse respecter ses propres règles. Il n'y a même pas eu d'identification des personnes présentes dans les camps. C'est pour ces populations abandonnées qu'il faut résoudre ce qui est un faux problème du Sahara marocain, un conflit artificiel soutenu de l'extérieur. C'est une nécessité pour l'économie, pour l'Union du Maghreb arabe, c'est une nécessité pour la sécurité de la zone et, disons-le, seule la solution juridique nuancée de l'autonomie interne proposée par le Maroc permettrait d'y répondre. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.